commence à travailler en 2001 à la suite du mouvement qui s'appelle le NetArt, qui a duré de 1995 à 1998. Et c'est vrai qu'au départ, mes projets, ce sont des projets qui n'ont lieu que sur Internet, donc des choses complètement virtuelles, dématérialisées, inexposables et invendables, donc il n'y a aucun lien avec le marché de l'art, et qui sont effectivement des parasitages, c'est-à-dire je me définis souvent comme un artiste parasite. Mais il faut bien réaliser que le premier parasite dans cette histoire-là, c'est d'abord les moteurs de recherche. C'est d'abord Google qui aspire le contenu de l'ensemble de tous les blogs, qui aspire l'intimité de tous ces êtres humains exhibitionnistes, enfin qui se donnent en spectacle sur le web ou qui déversent leur intimité. Et dans un deuxième temps, moi je suis simplement le deuxième parasite qui va re-aspirer ces pages cette fois qui sont dans Google, et qui va essayer d'exploiter toute cette information, mais en reprenant les techniques qui sont utilisées et les théories mathématiques qui sont utilisées par ces sociétés comme Google, et de détourner ces outils mathématiques pour les replacer, pour les pervertir un petit peu et les replacer dans un contexte artistique. Et moi, mon premier projet de NetArt, premier projet artistique, c'était justement un détournement de Google et de James Joyce qui s'appelle Epiphany, et dans lequel je fais une sorte de robot parasite qui va chercher dans le texte global des bribes de phrases qui sont en rapport avec les mots que l'internaute a tapés, mais qui viennent de contextes différents, et qui recréent comme ça des flux d'épiphanie. En 2001-2002, on est juste après l'effondrement de la bulle Internet, c'est-à-dire on est au moment de la transition de ce qu'on appelait le Web 1 vers ce qu'on appelle aujourd'hui le Web 2, qui est un changement de paradigme complet, où on passe en quelque sorte, on passe d'une société, une sorte de société spectaculaire, où le message vient d'en haut et est envoyé vers le spectateur, vers l'internaute, à une société de post-contrôle, c'est-à-dire avec des sociétés comme Google, dont le rôle là-dedans, finalement, c'est d'arriver à analyser la manière dont les spectateurs ou les internautes reçoivent le message qui leur est envoyé par la télévision. Et en 2001-2002, ils introduisent ce qu'ils appellent les AdWords, qui est un système complètement nouveau, où n'importe qui peut acheter des mots. Et chaque fois que j'achète un mot, chaque personne dans le monde qui tape le mot-clé que j'ai acheté peut voir le texte que j'ai mis. C'est une sorte d'outil de communication instantanée et globale. Et Google me fournit un outil qui me permet de calculer l'efficacité de ma poésie. Et l'histoire, c'est qu'au bout de quelques heures, je commence à recevoir des emails du robot qui surveille ce dispositif et qui me reproche que mon taux de clic, c'est-à-dire que la rentabilité de mes textes pseudo-poétiques, disons, est trop bas. C'est-à-dire les gens ne cliquent pas assez sur mes annonces, et donc ils me demandent de réécrire ma poésie pour améliorer la performance de mes poèmes. Et c'est à ce moment-là que mon compte est coupé, et que j'écris donc le compte-rendu de cette performance, où je parle du fait qu'on est passé dans un monde nouveau, où chaque mot de chaque langue a un prix, donc ce que j'appelle le capitalisme sémantique, et où le mot le plus cher c'est free, gratuit, qui vaut je crois 7000 $ par jour. Ensuite sexe vaut 4000 $, art vaut 300 $, et le mot NetArt vaut quelques cents. Donc ça remet un petit peu puisque les prix des mots évidemment dépendent de l'offre et de la demande sur ce marché global du langage. Alors Logo Hallucination, c'est un projet qui est un peu l'inversion du happening sur Google, une sorte de déplacement où je me pose la question de savoir, alors que Google en quelque sorte a privatisé le langage, pour dire les choses rapidement, qu'est-ce que ça serait une société qui privatiserait le regard? L'idée c'était de construire un programme qui scannerait l'ensemble de toutes les images de l'Internet, tout le paysage visuel dans lequel on se trouve, et qui, grâce à des techniques de reconnaissance d'images, essaierait de détecter des formes de logos qui seraient cachées dans ces images, involontairement la plupart du temps. Et à chaque fois qu'on trouve quelque chose qui ressemble à un logo
n'importe quelle image de l'Internet, on envoie une lettre de menace au propriétaire de l'image pour lui expliquer qu'il contrevient aux lois sur la propriété intellectuelle. Et on lui demande de se mettre en rapport avec la société pour négocier des droits. Le Dadamètre, c'est un projet qui est exposé en ce moment dans l'espace virtuel du Jeu de Paume, jusqu'en avril 2009. Donc le projet est en fait accessible depuis le site du Jeu de Paume, l'espace virtuel en ligne. Dans ce projet, on a d'une part un graphe qui serait le graphe du langage considéré comme un objet global, et on peut naviguer de mot en mot, comme si on naviguait par association d'idées. Et d'autre part, une cartographie du langage, qui est en fait issue d'une vampirisation des données de Google. Et sur cette cartographie, on voit différentes zones du langage dans sa globalité, différents phénomènes médiatiques, et on arrive à replacer par-dessus les phénomènes et les courants artistiques. On pourrait par exemple imaginer qu'on va mesurer la densité de dadaïsme dans le langage. Par exemple, sur cette carte du dadamètre, au départ, on arrive, par ces procédés, cette technologie, on arrive à différencier différentes zones du langage. Par exemple, il y a la zone d'homophonie, il y a la zone d'équivoque, qui est opposée à la zone qu'on appelle l'utilitarisme, là où un mot a un sens bien défini. Il y a une zone qu'on appelle la friche, le wasteland, qui est cette zone où les mots sont très peu corrélés les uns avec les autres. Donc c'est une sorte d'état naissant du langage. Et à l'opposé de la friche, il y a une zone qui s'appelle le mainstream, donc qui est en quelque sorte la pensée unique, le discours courant, qui est proche de la zone de l'ennui. Pensée unique parce que là, les mots sont très corrélés entre eux, et il y a une très forte probabilité si on pense à une chose, il y a une très forte probabilité de penser à une autre chose dans cette zone-là. Et alors, une fois qu'on a fait ça, on peut ensuite replacer des phénomènes médiatiques et des courants littéraires. Et donc, de proche en proche, on a pu replacer une sorte une brève histoire de l'art, comme ça, sur cette carte issue de Google. En collaboration avec un artiste qui s'appelle Pessi Parviainen, on a commencé une série de performances qui s'appelle Mapping the Void, donc la cartographie du vide. Et donc l'idée c'était de faire rejaillir dans l'espace physique, l'espace réel, des cartes de ce qu'on pourrait appeler le paysage médiatique, et de voir comment les participants du parc réagissaient par rapport à ça, en étant dans une position de voyeur cette fois. Donc le projet c'était de faire une inspection acoustique du parc grâce à des petites oreillettes qu'on avait achetées pour 1 € sur eBay, et des oreillettes qui permettent d'amplifier le son. Ce dispositif déjà auditif, d'une certaine manière, il y a une idée de cartographie d'ailleurs, il y a une idée où tous les sons se projettent dans un point précis comme ça. Et on proposait aux gens de remplir des formulaires qu'on avait préparés pour noter et donner leurs impressions sur l'atmosphère acoustique, enfin l'écosystème sonore du parc. Et évidemment, ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est que on a placé à l'intérieur du parc des sources sonores et des acteurs qui avaient un rôle qui était inspiré directement des phénomènes médiatiques qu'on peut trouver sur cette carte du Mediascape. Alors par exemple, il y a un acteur qui jouait le robot de surveillance de Google, un acteur qui faisait du marketing à la Amazon, donc qui passait son temps à dire « Ah mais si tu as aimé ce livre-là, il faut absolument que tu achètes cet autre livre, etc. » qui est en fait le point de départ du Web 2. Au début où je commence à travailler sur Internet, c'est vraiment des projets qui sont purement Internet, complètement délocalisés, dématérialisés. Et à partir des années 2003-2004, il y a des phénomènes comme la guérilla marketing, par exemple, qui apparaissent, où cette fois, c'est les sociétés, le corporate, les départements marketing des sociétés, qui récupèrent toutes ces stratégies de dissémination, d'infiltration, qui ont été amenées par des artistes, activistes de cette époque-là. À nouveau, il faut quitter ce lieu-là et arrêter ces stratégies d'infiltration pour revenir vers des objets et des performances. Donc le travail entre 2001 et aujourd'hui, c'est vraiment ce basculement
entre le spectacle et le contrôle, entre l'utopie et le stade ultime de la profanation et de la marchandisation par le capitalisme.